Et voilà, comme tous les matins, le coq chante et le soleil se lève et le village est content parce qu'on va avoir une nouvelle journée. On a la chance d'être en vie, d'être en bonne santé. Il faut remercier donc le Créateur et vraiment être en paix avec soi-même. Bonjour mesdames et messieurs, un peu de philosophie pour commencer. Bienvenue. Eh oui, je vous sens très philosophe ce matin. Bienvenue à Matin Bonheur, c'est le troisième numéro de la semaine. Comme ça, les semaines passent très vite. Voilà, cette saison, on a l'impression que les semaines passent très vite, ce qui fait plaisir à Fatim et surtout à Eva, qui est très pressée en ce moment. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, bienvenue la famille. Bonjour si c'est ce matin que vous nous regardez et bon après-midi si vous nous regardez après 14 h en UTC. Bonjour chez vous, bonjour Marco, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bien évidemment, le programme du mercredi, je pense que vous le savez parce que vous êtes des inconditionnels de votre matinale sur RTI 1. Mais ne dit-on pas que la répétition est pédagogique? Comme tous les mercredis, nous aurons grand plaisir à recevoir Madame Inao Oulaï Zappé-Rachel pour parler français, bien évidemment. Avec elle, on déjouera tous les petits pièges de la langue de Molière qui ont tendance à se glisser de notre langage. Et puis, on parlera également écologie avec notre chef prévision météo, M. Eclou Ferdinand. On parlera toujours de l'Harmattan qui est là et qui est bien installé. On en ressent d'ailleurs les effets tous les jours. Et puis, en fin d'émission, thème très intéressant avec le docteur Bernadette Assonguesson. Qui épouse-t-on en vérité? Connaît-on suffisamment celui ou celle qui vit à nos côtés au quotidien? Ce sera donc la question posée aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs faire des témoignages, poser des questions sur notre page Facebook notamment, ou alors sur les autres démembrements de nos réseaux sociaux. Elle est également installée, Fatim Djedje, pour la titrologie. On démarre tout de suite avec elle. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Alors bienvenue à cette valse des unes et c'est Fraternité Matin qui ouvre le bal. Nous payons le prix de la pollution des autres. Ce sont les mots du chef de l'État, Alassane Ouattara, prononcés lors du sommet sur le climat à Paris. On retrouve aussi la ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Camara, qui met en garde au sujet des perturbations des cours dans le secondaire. L'intelligent d'Abidjan titre l'examen du budget 2018 bloqué, ce que les députés réclament. Moi, je vous donnerai tous les détails lors de la revue de presse. C'est une information qui est reprise par plusieurs journaux ce matin, comme vous allez le voir sur la une cette fois-ci de l'Expression. Et l'homme qui a sollicité le report de ce vote du budget va apparaître à la une de l'Expression et c'est Anoblé Félix qui parle donc de ce budget. Ah, nous en avons la une. Allez, on poursuit. On va aller avec la une, cette fois-ci, de l'Inter, qui s'interroge sur la même question, le budget 2018. Pourquoi les députés ont bloqué le vote hier? Et en ce qui concerne la fonction publique, des enseignants sont en grève et les infirmiers protestent, nous dit l'article. Le Mandat, maintenant, s'intéresse aux déchets toxiques et titre « Voici les gros cadeaux de fin d'année aux victimes ». Le quotidien vous donne aussi les raisons profondes des départs volontaires dans l'armée. Et pour finir, Notre Voix titre « Les contre-vérités d'Alassane Ouattara » aux médias français au sujet de l'éducation, de la santé et de l'armée. Et on apprend qu'un étudiant ivoirien est décédé lors des manifestations en Guinée. On se retrouve à 6h45 pour le détail des articles. À tout à l'heure, Marcelin et Eva. Merci beaucoup, Team Fa du 9 de vous retrouvera avec beaucoup de plaisir à 6h45 UTC. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, le mercredi 13 décembre 2017. À quelques encablures seulement, vous le savez, de la fin d'année. Le temps est assez brumeux. L'Harmattan distille ses brumes sur toutes les principales poches climatiques de notre pays. À cet effet, bien sûr, nous aurons sur ce plateau, pendant l'émission, notre chef
chef prévisionniste maison par rapport à Matin Bonheur, qui nous parlera un peu des dispositions à prendre et puis un peu de la physionomie du temps à venir, surtout le temps le 24 et le 31 décembre. On se comprend. Aujourd'hui, 13 décembre, on a une pensée pour la famille du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Vous savez, Norbert Zongo a été assassiné donc, le 13 décembre 1998 dans le sud du Burkina. Voilà, un véhicule enflammé est retrouvé sur la route nationale 6, près de Sapui, une macabre découverte, celle du décès de Blaise Ilboudo Ablassé Nikima et des frères Zongo. Bonne fête, voilà, pour passer à un sujet un peu plus gai. Bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Lucie à travers le monde entier. Il va y avoir du sport, c'est comme ça à Matin Bonheur. Quand on ouvre, il y a la titrologie, il y a la beauté d'Eva, il y a le vilain Marcelin, et puis il y a la gym pour rentrer dans la journée de façon tonique. C'est parti. Salut Eva, salut Marco, salut chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle session de gym. Aujourd'hui, nous allons faire toute une panoplie d'exercices pour travailler tout le corps. Donc on part directement avec des échauffements. Vous allez avoir besoin en fait d'une paire d'haltères ou bien de bouteilles remplies d'eau, de sable mouillé, comme vous voulez. Ok. Et puis on part là, regardez. On tend les bras au-dessus de la tête. Ok. On fléchit légèrement les jambes et on part chercher la pointe des pieds là. 1, 2, ok, on va en faire 10. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va enchaîner avec des talons aux fesses. Là, et on tend les bras, on s'attrape, ok. Allez, on fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va faire des step touch inversés, ok. C'est-à-dire, vous fléchissez légèrement la jambe et on part là. 1, on revient. 2, on revient. Pour nous qui pouvons faire avec des impacts, on part 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On va essayer d'en faire 10. Allez, on prend les haltères pour le faire. Chez vous à la maison, sans impact, vous pouvez le faire aussi. Suivez-nous. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus bas. 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle. 10 secondes et on repart encore. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on va partir maintenant avec coup de pied et coup de poing croisé. Là. 1, 2, 3. Ok. Allez. 3, 2, 1. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, chez vous à la maison, si vous ne pouvez pas tendre la jambe comme ça, c'est simple. Vous faites 1, 2, 3. Vous passez la main au-dessus du genou. D'accord? Allez, nous on reprend ici. Ok? 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, le dernier exercice que je vous propose, on fléchit légèrement les jambes là, ok. On tend les bras le long du corps. On tend un bras en avant et l'autre bras en arrière en gardant le dos bien droit. Voilà ce que ça donne de profil. On est là, on ne descend pas trop bas, ok. On casse légèrement le dos volontairement, juste au niveau des lombaires pour garder le dos bien droit. Et puis on part là. 1, 2, d'accord. On va en faire 10, 2 fois. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on plie pas les bras, 7, 8, 9 et 10, super. Allez, vous soufflez, on reprend cet exercice une dernière fois, ok. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, super, 6,
7, 8, 9 et 10. Super. Alors, lorsque vous finissez cet exercice, veillez à bien vous hydrater, buvez assez d'eau, ok? C'est très important pour vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao. De retour sur RTI 1, bien évidemment, vous suivez votre matinale multivitaminée, hyper vitaminée, comme vous voulez. Matin bonheur, on va souhaiter une très bonne fête à toutes celles qui se prénomment Aurore, un très beau prénom. Luce et Lucette également. Oui. Luciole, waouh, on fête les Lucioles aujourd'hui. Je pense qu'elles ne sont pas très nombreuses à s'appeler, à se prénommer ainsi, mais bon. Lucinda aussi. Alors, on continue, vous le savez, on l'a dit et vous le savez d'ailleurs, hein, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, c'est dans un peu moins de 10 jours, enfin 10-11 jours. Et vous le savez, dans les rues d'Abidjan, les magasins ont déjà commencé à se parer de leurs plus beaux atours, histoire d'attirer la clientèle. En regarde. Jetez-moi mon chocolat derrière, vous pensez que c'est dans le vide, quoi. J'ai les plus beaux atours. Vous pensez que c'est dans le vide. Oui, la ville est en train de se vêtir de ses plus beaux habits, oui. Les habits de lumière. Oui, on a la frénésie de Noël qui s'empare de notre capitale. Et quid des villes de l'intérieur du pays? Messieurs, mesdames les maires, voilà, de l'intérieur du pays, il faut qu'on ait aussi les photos pour savoir un peu ce qui se passe au niveau décoration, parce qu'à Abidjan, c'est bien, Yamoussoukro, c'est bien, mais qu'en est-il par exemple de Tiémélécro, de Bongouanou, de on attend les cadres du pays comme vous pour illuminer vos villes respectives. Les cadres du pays, comme vous dites, font des choses en cachette. Et Abidjan Ville Lumière, on espère qu'on aura le droit à une édition cette année, hein, parce que c'est toujours un plaisir, surtout pour les plus petits, de voir la ville du plateau et puis même à Bobo, Treichville, la commune du plateau. C'est une grande ville, je vous dis. Les communes de Treichville ou même d'Abobo être comme ça, habillées de lumière, et ça fait toujours plaisir. Et oui, dans les plus beaux atours. Merci mesdames et messieurs. Nous allons, alors, pour rester dans l'ambiance des fêtes, c'est pas facile. Hein. Tout à l'heure, avec les amis ici en régie et puis en studio, on parlait, on se disait, ah, c'est pas facile, les cadeaux à payer pour les enfants, pour les neveux, pour tout le monde. Est-ce que les parents sont prêts? Est-ce que, vous parlez de façon triviale, est-ce que budget est ça? Voilà, c'est ça aussi, parce que bon, Dieu merci, c'est la période des gratifications dans la société en général. Hein, donc peut-être on ne va pas donner tous les secrets des parents non plus. Peut-être que c'est une porte de sortie. Bon, allez, le reportage de nos très chers sur le terrain. Les parents sont-ils prêts? Regardez. Sapins, flocons et guirlandes lumineuses commencent à orner les rues et le calendrier nous le rappelle un peu plus chaque jour. Noël 2017 arrive. Chaque année, la période des fêtes de fin d'année galvanise et préoccupe. Pour les fêtes de fin d'année, il faut dire que déjà que les fêtes s'annoncent déjà à grands pas. Et les enfants, les cadeaux des enfants, nous sommes en train de les préparer. Et je crois que nous préparons cette fête avec beaucoup d'engouement. Je suis gérante de boutique, donc c'est la course en ce moment pour satisfaire nos clients en matière de vêtements et puis d'accessoires de beauté. Ça ne me stresse pas du tout. Ma petite amie elle est au Maroc, elle vit au Maroc, elle travaille là-bas.
Moi, je sais si j'ai fait mon petit bout de chemin. Après, si j'ai mangé un petit sandwich le 31, ça me va. Les fêtes de fin d'année ne m'intéressent pas grandement. C'est la même chose. Voilà, juste un petit, qu'on appelle, une façon de répondre aux exigences des enfants. Voilà, c'est tout. Le réveillon, Noël et le jour de l'an sont autant de raisons pour faire plaisir à tout le monde, surtout aux enfants. Et les parents le savent, ils doivent mettre la main à la poche. Mais sont-ils prêts? Je suis prêt. Voilà, je suis prêt parce que je l'ai fait, mais un peu, mais pas d'une manière extravagante, hein, non, selon mes moyens. Justement, j'ai prévu les cadeaux pour les enfants, pour mes neveux, avec mon fils, pour la famille aussi, surtout c'est important avec la famille. En tout cas, actuellement, j'ai prévu que 2 jouets pour mes nièces. Voilà, maintenant, bon, au fur et à mesure, si ça cantonne plus, je vais voir ce qui peut leur fournir encore comme cadeau. Mais à côté de toute cette ambiance se trouve une autre réalité moins heureuse. La morosité économique qui sévit en cette veille de fête de fin d'année. Certains parents avouent qu'il n'est pas évident qu'ils puissent offrir des cadeaux à leurs enfants. Si les enfants ont 2 à 3 poulets, même alhamdoulilah, ici, en vrai, là, c'est chaud. Hein? Bon, il ne faut pas espérer avoir des cadeaux, des amis. Ah, cadeaux là, bon, en tout cas, tant que dire là, on ne peut jamais dire, on a fait d'histoire, mais au niveau des cadeaux là, vrai, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils n'auraient rien, hein? Rien même, je te dis. À l'heure là, tant qu'on nous renvoie là, si je dis j'ai payé une habit pour l'enfant à l'heure là, c'est non, parce que c'est dans le commerce là, on va gagner. Mais tant qu'on ne nous a pas laissé le temps là, si je vous dis que j'ai cadeau ou bien j'ai payé habit pour l'enfant à l'heure là, j'ai menti. Peut-être que je peux payer après, mais à l'heure là, franchement, je n'ai pas encore payé. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et chacun se bat comme il peut pour faire plaisir à ses proches. D'autres, en situation difficile, s'en remettent à Dieu pour qu'il opère un miracle qui leur permettra de mettre du baume au cœur de leurs enfants. Wow. Voilà. Vous êtes prête, vous Honnêtement, pas du tout. Mais vous-même, vous avez un cadeau. Vous portez je porte la hotte du Père Noël devant. Vous portez le plus beau cadeau qui soit. Mais c'est vrai qu'on va dire aux parents que c'est l'intention qui compte, hein, même si c'est un paquet de billes ou des biscuits. Les enfants de maintenant en 2017, là, oui, c'est plus le cadeau qui compte. Non, il faut quand même faire un effort pour offrir, même si c'est un paquet de biscuits de 100 francs ou, je ne sais pas moi, un paquet. Voilà, c'est le geste symbolique. L'enfant grandit avec l'idée qu'à Noël, il reçoit des cadeaux du Père Noël ou de ses parents. Mais je me souviens qu'il y a quelques années, nous étions allés faire une fête de Noël à Biabou, donc c'était un sous-quartier d'Abobo. Et on avait rencontré un enfant, on faisait des interviews, l'enfant avait dit « Mon papa a dit que le Père Noël est mort ». Franchement, je veux dire, c'est vrai que souvent on n'a pas d'argent pour offrir des cadeaux aux enfants, mais il ne faut pas traumatiser les enfants. On ne peut pas dire à un enfant que le Père Noël est mort parce que c'est pas ce que vous dites est tellement vrai. Parfois, il faut dire la vérité aux enfants. Les enfants, c'est le meilleur cadeau pour les enfants, c'est de voir le papa ou la maman qui se débat. Même quand ça n'a pas été un mot gentil, un bisou, ça peut aller. C'est vrai que c'est pas évident. L'amour qu'on donne aux enfants, je comprends, c'est pas évident parce que nos enfants de maintenant, ils aiment trop les bonnes choses. Bah oui, et ils tiennent ça de nous en même temps, on va le dire. On passe aux différentes articulations donc, de la circulation pour savoir ce qui se passe sur les routes. Si l'enfant a une maman comme Eva qui aime les bonnes choses, c'est normal qu'elle va demander voilà, une fusée à 1 million. Allez, la route donc, du Latry, donc le premier tronçon, c'est plus clair là. Voilà, la circulation est calme, tout douce en ce matin du 13 décembre, Eva. Deuxième escale, où est-ce qu'on se rend? On rappelle que Félicité Soro-Sénédiawa signe la réalisation de ce 3e numéro de la semaine et elle nous envoie tout droit au plateau sur le boulevard lagunaire qui... la lagune a fait peau neuve également, hein, oui, plus de jacinthe d'eau, voilà. Et puis la circulation également est très belle ce matin, fluide. Très bien. Et puis nous allons aller maintenant du côté de Gaulle, donc au garde à vous, donc sur le pont de Gaulle, qui va nous montrer une circulation, bon, voilà, donc le pont de Gaulle, c'est Koumassi. De Gaulle, nous allons à Koumassi, c'est ça la magie de la télé. Koumassi avec 2 camions qui sont, voilà, on espère que c'est pour une bonne raison. Il ne faudrait pas qu'à une certaine heure, ça gêne la circulation. Parce que les gros camions aussi, on les connaît. Donc faites très attention. Sinon, la circulation, c'est top, ça va. Ensuite, nous avons Trècheville, c'est ça?
Nous sommes à Treichville, grand carrefour de Treichville qui s'éveille tranquillement et qui fait son retour dans notre matinale. Bah, le boulevard est carrément vide, hein, comme vous pouvez le voir, donc pas grand-chose à signaler. Merci beaucoup pour ces tronçons qui nous montrent un peu la température de la circulation très tôt ce matin du 13 décembre. Et puis, tous les mercredis, vous le savez, on parle français. Quand elle apparaît dans un studio, on commence à cocher. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai sélectionné des fautes des collègues, de moi-même, d'Eva, tout ça. Et on a vu que nous en sommes à 147 fautes. Tout juste avant l'émission. Mais par respect pour ceux qui sont à l'origine de ces fautes-là, on va s'occuper d'un autre sujet avec notre spécialiste, notre professeur qui va nous parler. Bonjour. Bonjour On va Marco. parler français aujourd'hui. Aujourd'hui, quels sont les thèmes que nous allons égrener? Bien, nous allons parler français aujourd'hui. En parlant français, nous allons redresser l'expression « scellé ». D'accord. Scellé. Oui. Et puis, ma foi, il y a une expression employée surtout par la jeunesse. Je vais en piste. Je suis en piste. D'accord. Ensuite, on a les perspectives d'avenir. Et puis, ces deux expressions que certaines personnes utilisent, la semaine surpassée, la semaine surprochaine. Voilà. Très bien. Donc, on démarre avec scellé. Nous allons démarrer avec scellé. Quand on regarde la composition de scellé, on a d'abord le pronom démonstratif se, accompagné du verbe être, conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Alors, à la suite de ce verbe, on ne peut pas mettre un article défini qui est au pluriel. Quand on sait que l'article lui-même, c'est un déterminant qui permet de montrer le genre et le nombre, et en utilisant les après c'est, cela sous-entend que nous sommes en train de confronter un complément pluriel à un verbe qui est singulier. Normalement, quand on dit c'est, le complément qui suit, il doit être singulier. Donc le ou la. Voilà. C'est le, c'est là. C'est le, c'est là. Bien, c'est la rivière, c'est la lagune. Ne dis pas c'est les gens. Non. C'est les enfants. Quand vous voulez parler de plusieurs personnes, vous dites ce sont. Ce sont, ça va de soi parce que sont ici, c'est le pluriel, la troisième personne, bien sûr, du verbe être conjugué. Troisième personne du pluriel. Ah, mais c'est vrai que c'est une erreur qu'on fait Ah oui. couramment. Oui, qui a et fait puis, ça, par exemple, comme disait c'est les gens Marco. qui sont venus ici, c'est les enfants. C'est les enfants. Ah non, c'est eux qui ont attention. fait ça. Ce sont les enfants. Et puis, deux fautes, c'est les enfants, c'est eux qui ont fait ça. Voilà, ça c'est grave. Quand on veut corriger cette phrase, on dit ce sont eux qui l'ont fait. Ce sont les enfants, Voilà. ce sont eux qui sont à l'origine. À l'origine qui ont de fait ce... ça. Voilà. Je suis pas professeur de français quand même. C'est les. Donc, à bannir. À bannir du langage. Si vous langage. voulez employer un complément pluriel, il faudrait dire ce sont. Ce sont. Quand vous employez le c'est, automatiquement, ce qui doit suivre, ça doit être un mot singulier. Très bien. J'ai toujours cette phrase en fait, je les ai dit. Mais pour ça, ce serait un autre thème. Je vais où je suis en piste. Voilà. Et là, spécialement, je m'adresse à la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui emploie beaucoup cette expression. Et cette expression, vous savez dans quel contexte il emploie? Quand il dit je suis en piste ou je suis à la maison. Est-ce que c'est pas de l'argot, c'est pas du nouchi entre Ah non. L'expression être en piste s'utilise dans le jargon des cirques. D'accord. Donc, dans le cirque, vous voyez le cercle qui est formé, où on fait la scène. C'est ce cercle-là qui est appelé la piste. Ou encore, la piste, c'est la trace laissée par un animal. Par exemple, je suis la trace du gibier. Donc, le gibier est passé, il a laissé des traces. Ça, c'est la piste du gibier. Si on veut se retourner vers nos amis policiers, on dira que, par exemple, les policiers ont des indications, des indices. Donc, ils sont sur une piste. Donc, on ne peut pas, dans ce contexte-là, employer la piste pour désigner un domicile ou une chambre. Mais je ne peux pas être en chambre et puis dire je suis en piste. Ou je ne peux pas être à la maison et puis dire je suis en piste. Non, votre piste c'est laquelle? Vous êtes au cirque? Si on va même à l'escrime, on dira que c'est une scène intérieure qu'on a faite dans laquelle on fait les assauts. Vous voyez dans les boîtes de nuit. Là où la piste de danse. on danse, c'est la piste. En athlétisme également, on a des pistes. Voilà, à moins que vous ne transformez votre chambre ou votre maison en boîte de nuit. Pour que, voilà, votre intérieur soit une piste. À bannir, je vais où je suis en piste, exit. On Exit. Dit pas, on dit pas. Vous voulez aller à la maison? Je vais à la maison. Je rentre à mon domicile. Vous êtes dans votre chambre? Je suis
en chambre, où je suis dans ma chambre, simplement. Mais on me fait dire que les enfants ne disent pas en pisse, ils disent en pisse. En plus. Alors, c'est ce que je dis, ça relève, je pense, J'ai cherché dans mon esprit, Je suis en pisse. Mais je dis, attention, ce n'est même pas un mot qu'on a emprunté à l'anglais. Encore, il y a des mots en français qu'on emprunte à l'anglais, tels que la redingote. C'est ça, c'est l'argot, c'est le nouchi. C'est le l'argot, en fait. Oui. Mais il ne faut pas l'imposer dans notre langage, quand même. Très bien. C'était en piste, c'est devenu en piste. Parce qu'attention, la jeunesse aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir. J'ai failli faire la bêtise. Vous parlez d'avenir, on va finir avec les perspectives d'avenir. Voilà, perspective d'avenir. demain. C'est quoi une perspective? Une perspective, c'est ce qu'on envisage dans le futur. C'est quelque chose qui est à l'horizon. Donc, quelque chose de futur. Alors, employer perspective et avenir, ce serait encore faire de la tétologie comme on le fait avec l'avenir de demain. Donc, perspective est largement suffisante. C'est suffisant. Perspective, ça renvoie voilà, déjà ce sont des projets futurs. À une projection dans le futur. Donc, il serait idéal d'employer le terme perspective simplement, au lieu d'y ajouter l'avenir. On va récapituler. Madame, c'est les Abani. Vraiment. C'est le, ou bien ce sont. Ce sont. Je vais où je suis en piste. Que ce soit en piste ou en piste à Bani. Je vous en prie, ne prononcez plus cette expression-là. Et puis les perspectives, tout simplement, parce que perspective, la projection, c'est dans le futur. Voilà. Donc pas de perspective d'avenir. C'est tautologie ou redondance? La tautologie, la redondance sont des filles du pléonasme. Ok. Et la palissade également? Sont des filles du pléonasme. Okay. Très bien. Merci beaucoup. Merci Madame Inao Oulaï Zapé-Rachel. Avec vous, hein, on s'impose une certaine correction sur ce plateau, surtout langagière, parce qu'on ne voudrait pas être... on ne voudrait pas être interpellé par vous. Hein? On fait l'effort et puis on espère pouvoir poursuivre nos efforts jusqu'à la fin de l'émission. La policière de la langue est passée. Merci beaucoup. Je crois qu'on va revenir, avant de terminer, il faudrait qu'on mette l'accent sur l'expression la semaine surpassée et la semaine très vite, la parce semaine qu'on part surprochaine. au JT. Je vous en prie, ces deux expressions n'existent pas dans la langue française. Okay. C'est une fabrication. L'expression correcte serait? Vous voulez parler de la semaine qui vient après la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Okay. D'accord. Okay. Vous voulez parler de la semaine qui vient avant la semaine qui est passée, c'est la semaine d'avant. Tout simplement. Oui. Surpassé et surprochaine n'existent pas du tout. D'accord. Donc faisons l'effort pour ne pas que Jean-Baptiste Poquelin se retourne dans sa tombe. Voilà, se retourne dans sa tombe. Ou soit suspendu totalement dans sa tombe. Voilà. Merci donc beaucoup. On dira donc semaine d'avant ou semaine d'après, tout simplement. Alors ce qui arrive après, vous le savez, hein, c'est le JT précédé de la météo. À tout de suite. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Les conflits entre vents secs et vents humides oscilleront entre la bande centrale et le sud forestier, favorisant ainsi la présence de vents secs et frais jusque dans les régions forestières, toujours avec de la poussière dans l'air. Sur les régions côtières, la visibilité sera encore réduite par la brume sèche et l'on aura du brouillard en début de matinée. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 24 degrés à Abidjan, 24 degrés sur la ville d'Adiaké, Bondoukou, 22 degrés, Boaké, 22 degrés. Il fera 21 degrés à Daloa, Dimbokro, 22 degrés, Gagnoa, 22 degrés, 20 degrés sur la ville de Korogo, le mercure affichera 22 à Mans, Odiéné, 21 degrés, San Pedro, 24 degrés, 23 degrés sur la ville de Sassandra, 23 degrés également à Tabou et Yamoussoukro, 24 degrés. L'après-midi, l'ensemble du pays sera sous un soleil actif qui va cacher le ciel poussiéreux. Dans le nord et la bande centrale, les vents seront secs et chauds, alors que sur le littoral et les régions forestières, les vents resteront relativement humides. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, 30 degrés à Adiaké, 34 degrés sur les villes de Bondoukou et Boaké, Daloa, 32 degrés, 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, Korogo, 34 degrés, Mans, 32 degrés, la ville d'Odiéné marquera 34 degrés, il fera 32 degrés à San Pedro comme à Sassandra, 31 degrés à Tabou et Yamoussoukro, 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier, mardi 12 décembre 2017, au sommet One Planet à la scène musicale sur l'île Séguin à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Un sommet qui veut apporter des solutions concrètes, locales ou globales au changement climatique. Adaptation, atténuation et mobilisation sont les mots-clés de ce sommet qui s'inscrit dans la dynamique de l'accord de Paris sur le climat. Le Fonds monétaire international, le FMI, a accordé un prêt de 136,5 millions de dollars, soit près de 75 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Pour l'institution de Bretton Woods, ce prêt va accompagner la solidité de l'activité économique du pays qui a su résister aux fortes tensions sociales cette année. Le reportage de Cheikh Koné dans nos prochaines éditions. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était hier devant les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Il était allé leur présenter le projet de budget 2018 en vue de son adoption. Mais l'examen n'est pas allé à son terme, butant sur un préalable, celui du budget même alloué au Parlement ivoirien. La séance d'examen et du vote du budget en commission a donc été reportée au vendredi prochain. C'est ce que nous dit Jean-Louis Gbangbo. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a à peine bouclé l'exposé des motifs du projet de budget 2018 que Félix Anoblé, député de San Pedro Commune, soulève un préalable. Il souhaite que les détails du budget alloué à l'Assemblée nationale soient communiqués aux députés avant toute poursuite des débats. Un préalable qui suspendra les débats pendant 2 heures. À la reprise, à 13h05, le préalable est levé, mais les discussions achoppent toujours sur la question du budget du Parlement. Seconde suspension d'1 heure et finalement, le président de la Commission des affaires économiques et financières annonce le report du vote du budget 2018. Je peux rassurer tous les concitoyens pour dire qu'il n'y a aucun problème au niveau du budget et que c'est un problème interne des députés qui veulent absolument voir les rubriques qui concernent leur propre budget, les affectations des grandes masses et à quoi servira donc ce budget-là. Pour les membres de la Commission, ce report est l'expression de la démocratie au sein même de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'œuvrer à l'application des règles de la bonne gouvernance. Nous sommes dans une institution, l'institution a des règles que nous nous sommes nous-mêmes édictées. Il est de notre devoir de faire en sorte que ces règles soient appliquées. C'est le jeudi prochain que les députés discuteront du budget de leur institution. L'examen et le vote du budget 2018, lui, a été reprogrammé au vendredi 15 décembre. Notons que ce budget s'équilibre en ressources et en charges à 6 756 milliards 257 616 332 francs CFA. Suite à des perturbations observées dans certains établissements scolaires à quelques jours seulement des congés de Noël et du Nouvel An, la ministre Kandia Camara a reçu hier après-midi la Chambre des rois et chefs traditionnels, l'association des mamans indignées, les chefs religieux, la coordination des COGES, la fédération des parents d'élèves. Toutes ces organisations ont lancé un appel à la reprise des cours aujourd'hui même mercredi et au calme dans les écoles. On écoute le responsable des COGES. Suite à la déclaration de Madame la ministre, nous sommes interpellés au plus haut niveau. En premier lieu, les parents. Et ces parents se doivent de se mobiliser autour de l'école pour qu'il y ait moins de perturbations, surtout au niveau de nos enfants. Leur donner l'éducation nécessaire, les sensibiliser pour que ces perturbations-là, ne gagnent pas l'école, toute l'école ivoirienne. Parce que selon les dires de Madame la ministre, ce n'est pas toute l'école, c'est des endroits. Mais vous savez, l'effet de contagion aidant, tous les établissements risquent de rentrer dans la danse. Mais je voudrais interpeller ici, nous les parents, de prendre nos responsabilités face à cette dérive de nos enfants pour que la raison revienne dans les familles, dans les écoles et en Côte d'Ivoire.
On écoute à présent la déclaration des religieux. Nous demandons à nos enfants de repartir à l'école parce qu'il va de leur avenir. Parce que vous savez que les parents ne font que du bien pour leurs enfants. Donc nous demandons à tous nos enfants de regagner l'école pour le bien-être de leur avenir et pour le bien-être de notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est à l'école qu'on forge et qu'on forme et qu'on fabrique les citoyens de demain. Donc si l'école est troublée, c'est la nation qui récolte les conséquences et ça revient aussi à nos enfants parce que leur avenir est confisqué et vraiment c'est pas bon non seulement pour la nation et c'est pas bon aussi pour l'école ivoirienne. Je vous remercie. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, pour ne citer que ces deux spéculations. L'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Et pour mieux développer ce secteur, l'État a opté pour la formation. Allons-y maintenant à la découverte de l'ESA, l'École supérieure d'agronomie de Yamoussoukro. Cette grande école publique a pour vocation de former l'élite des sciences agronomiques de la Côte d'Ivoire. Depuis 50 ans, l'ESA a formé plus de 1000 ingénieurs agronomes. L'ESA de Yamoussoukro, le fleuron de l'économie ivoirienne. Cheikh Koné. Ce matin, cours de marketing agricole dans cette salle de classe de 15 étudiants, tous en 3e année de spécialisation en agronomie. Dessous, qu'est-ce qu'on a dit, n'est-ce pas, du tableau de bord? Je vais dire que le tableau de bord est un outil qui permet au manager d'avoir une vue générale sur ses activités. Nous sommes à l'École supérieure d'agronomie, ESA, l'une des 8 grandes écoles d'ingénieurs de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Créée en 1996 à la faveur d'une réforme, l'ESA est la fusion de 2 prestigieuses écoles de formation des cadres supérieurs dans les domaines des sciences agronomiques, à savoir l'ex-École nationale supérieure d'agronomie ENSA et l'Institut agricole de Bouaké, IAB. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et donc nous aussi, nous disons que le succès de ce pays repose sur les ingénieurs agronomes. Et donc en 50 ans, ces personnes ont pu relever les défis du monde agricole. Dans un premier temps, c'est la souveraineté agricole. Ensuite, c'était donc les matières premières avec la question de la transformation. Depuis sa création, la mission de l'ESA est de répondre aux enjeux du développement agricole et agroalimentaire en formant les élites de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. En 50 ans, l'école a formé 1000 ingénieurs agronomes de conception et managers d'entreprises agricoles qui ont joué leur partition au niveau national, sous-régional et international. Les étudiants que nous avons eus, qui sont devenus donc des hauts cadres de l'administration publique ivoirienne, des institutions internationales, je cite par exemple la FAO, la Banque mondiale et d'autres institutions importantes au niveau international. Chaque année, 300 étudiants intègrent l'école par voie de concours et sont formés aux métiers de l'industrie agroalimentaire, la production agricole, le management agricole, la foresterie, la gestion des exploitations agricoles. C'est le cas du jeune Nabioula Dosso, qui intègre cette prestigieuse école après l'obtention de son baccalauréat série D. Il faudrait qu'on applique l'agriculture de façon à sortir du prototype dans lequel l'agriculture ivoirienne se trouve. On produit ce que les autres consomment et on consomme ce qu'ils produisent. Il faut qu'on arrive à changer la tendance. Nous consommons ce que nous produisons. Voilà, et ça, on a les moyens de le faire. Et je pense que c'est le prochain défi pour nous qui sont les futurs experts du domaine. Nabioula ambitionne de faire partie des nombreux cadres agronomes que compte la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à 23 ans, il parachève son cycle ingénieur de conception en agronomie, option agribusiness. J'ai pour ambition de monter une entreprise de transformation d'alicaments pour d'une part permettre, d'abord les alicaments sont des aliments médicaments, donc ça sera pour permettre aux populations de se nourrir sainement. Mais par-dessus tout, j'ai un rêve qui est encore plus grand, c'est de voir une fois des Blancs dans leur pays faire un rang pour acheter à manger dans mon restaurant. Pour réaliser son rêve, Nabioula, comme la majorité des étudiants de l'école, se donne tous les moyens, de jour comme de nuit. Il faut qu'on soit très compétitif, parce que sur le marché, il y en a déjà qui sont bons marketeurs, qui sont bons managers, mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas forcément le background que nous, on a pour exercer dans le domaine agricole. Donc voilà un plus, quoi. Donc
L'agribusiness aussi vient répondre à cela. Et donc, il faut travailler en chambre, à appliquer ce qu'on voit en classe partout. La riche expérience de la Côte d'Ivoire en matière de formation des ingénieurs agronomes est perçue comme l'un des leviers majeurs du moteur de croissance économique dans le développement de l'agriculture. Cette réputation a dépassé les limites des frontières ivoiriennes. Ainsi, chaque année, une cinquantaine d'étudiants d'autres pays entrent à l'école supérieure d'agronomie. Alissa Chichi, venue des Comores, en fait partie. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un pays que son économie repose le plus sur l'agronomie. Donc, je me suis inspirée sur cela pour venir faire ma formation en Côte d'Ivoire. Le secteur agricole dans mon pays n'est pas trop développé. On utilise beaucoup les instruments rudimentaires. J'aimerais apporter, suite à ma formation, j'aimerais apporter ma pierre au sein de mon pays afin de développer le secteur et puis d'enrichir, développer l'économie agricole. Après 4 années de formation, Anissa prépare son diplôme de cycle ingénieur de conception en agronomie. Dans un an, elle retournera dans son pays pour se mettre au service du développement du secteur agricole comorien. Des exemples comme celui d'Anissa sont légion avec la présence d'étudiants venus de plusieurs régions de l'Afrique. Une reconnaissance continentale qui a conduit l'ESA à revoir son offre pédagogique pour l'adapter aux nouveaux enjeux de l'agriculture. À ce niveau, l'école multiplie les partenariats avec les entreprises pour faciliter l'intégration professionnelle de ses futurs cadres. Chaque semaine, un point de départ en stage des étudiants est effectué par le comité de direction. Les entreprises vraiment préfèrent avoir des stagiaires venant de notre école par rapport donc aux résultats. Parce qu'il y a des entreprises qui nous donnent des retours de satisfaction de nos étudiants. Et ce qui simplifie effectivement la tâche pour replacer des étudiants dans ces mêmes conditions. Une innovation majeure et une offre pédagogique attrayante qui font de cette école d'élite le fleuron de la formation agricole de la Côte d'Ivoire et au-delà. C'est un reportage signé Cheikh Koné Aboubakar. Emmanuel Macron, Angela Merkel et 5 chefs d'État de pays de l'Afrique sahélienne se retrouvent près de Paris pour renforcer la mobilisation internationale au profit de la nouvelle force conjointe anti-djihadiste G5 Sahel et accélérer son déploiement. Cette force de 5000 hommes est encore loin d'être opérationnelle et fait face à des difficultés de financement. Sur le papier, la force conjointe du G5 Sahel, c'est 7 bataillons forts de 650 hommes chacun et réunissant des forces issues des 5 pays de la région, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Mais pour l'heure, on en est loin. La toute première opération lancée fin octobre n'a pu rassembler que 200 à 350 hommes de chaque pays. Doug Jones a été élu sénateur de l'Alabama hier soir. Le démocrate l'emporte finalement avec 49,6% contre des suffrages devant son adversaire républicain qui lui totalise 48,9% des voix. Grand favori il y a quelques semaines, Roy Moore s'est retrouvé au centre d'accusations d'abus sexuels sur mineurs. Cette défaite est un revers politique majeur pour Donald Trump qui avait maintenu son soutien à Roy Moore, lâché par plusieurs figures républicaines. Fin de ce journal. Merci beaucoup, Monsieur Hamza Diaby. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On espère que ça se passe bien à votre niveau, au niveau des préparatifs des fêtes de fin d'année. C'est pas encore à l'ordre du jour, mais ça viendra. Ça viendra. Vous planifiez. Ouais. C'est un homme organisé, ce monsieur. Merci beaucoup. On vous retrouvera pour d'autres points de l'information sur la chaîne. On va rester dans la spirale, bien sûr, de l'info. Après Hamza Diaby, on va retrouver donc Fatim, JJ. Bref, c'est la revue de presse. C'est parti. Et ce matin, mesdames et messieurs, la presse revient sur le projet de loi des finances 2018. Selon Fraternité Matin, le projet de loi portant sur le budget de l'État 2018 soumis à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, eh bien hier n'a pu être voté. Le député de San Pedro, Arnoblé Félix, a pris la parole pour poser un préalable. Il a demandé que soit soumis aux députés le budget de leur institution afin qu'ils l'examinent avant de passer à la loi de finances globale. D'autres députés ont estimé, comme lui, qu'ils ne pouvaient pas adopter une loi de finances sans que l'Assemblée nationale n'ait eu connaissance de son propre budget. Une requête qui semble légitime, mais vous le savez, en politique, rien n'est fortuit. Et selon l'Inter, en demandant à voir clair dans la gestion du budget du Parlement, eh bien, les députés disent vouloir appliquer en leur sein la bonne gouvernance.
l'un d'entre eux, sous couvert d'anonymat, révèle que suite au blocage du budget, Guillaume Soro aurait introduit auprès du gouvernement une demande de rallonge du budget du Parlement à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, une somme qui devrait servir à couvrir ses dépenses effectuées pendant des missions à l'extérieur. Un autre député présent lors de cette réunion affirme, je le cite, « Notre président ne rend compte à personne, il dispose de ce budget comme bon lui semble, il faut mettre un terme à tout ça ». Toutefois, un autre député proche de Soro dénonce des manœuvres contre le président de l'Assemblée nationale. Je le cite, « Nos collègues sont en mission, Soro a toujours été transparent, il n'a rien à se reprocher. Nous sommes à la 2e législature depuis qu'il est président de l'Assemblée nationale et c'est maintenant qu'on veut voir clair dans le budget. » Allez, on va voir clair, essayer de voir clair maintenant dans Allopolis qui relate une mort suspecte. Et oui, le village d'Oubrou-Droupa s'interroge sur la mort mystérieuse de Kouyou Assia Yves, âgé de 22 ans. Selon son entourage, ce dernier s'apprêtait à rejoindre sa mère qui vit en Europe depuis déjà plusieurs années. Mais 2 jours avant son départ, eh bien, le voilà frappé d'un mal mystérieux. Il décédera au CHU de Yopougon. Après les obsèques, une fillette de 9 ans, se disant être une sorcière, livre les secrets de sa confrérie et révèle que c'est la sœur du défunt eh bien, qui serait à l'origine de sa mort. L'enfant affirme même s'être transformé en cafard pour entrer dans la chambre du jeune homme et l'atteindre. Facebook est dangereux pour la société, affirme un ancien dirigeant. Shamat Palihapitiya, ex-dirigeant de Facebook, était l'invité le 13 novembre dernier de la Stanford Graduate School of Business, l'une des écoles de commerce américaines les plus sélectes. Il a délivré son expérience au sein de Facebook et au sujet du fameux bouton j'aime, il a affirmé « Les boucles de réaction en court terme que Facebook a créées sont en train de détruire la société, la manière dont elle fonctionne plutôt. » Je le cite, « Vous ne le réalisez peut-être pas. Il nous dit « Vous êtes programmé ». 4 jours avant, c'est le président fondateur de Facebook, Sean Parker, qui avait lui aussi tiré la sonnette d'alarme en dénonçant un réseau social qui exploite la vulnérabilité de la psychologie humaine. Bien sûr, tout ne va pas mal. Facebook fait énormément de choses bien dans le monde, a-t-il avoué, à commencer par les avoir rendus riches, je pense. Alors, une histoire qui finit bien, ça c'est le volet insolite inhérent à chaque revue de presse de Fatim Diédhié. Alors, qui finit bien ou presque, vous allez voir. Vendredi 8 décembre, un jeune écolier américain d'originaire de Tennessee raconte en larmes à sa mère, face caméra, comment ses camarades de classe le harcèlent tous les jours. Cette vidéo sera visionnée près de 22 millions de fois, et notamment par des stars. C'est le monde sportif qui s'est exprimé en premier. Vous allez voir apparaître une image où le jeune Keaton, âgé de 11 ans, est en compagnie de quarterbacks américains très célèbres. Voilà, qui sont venus le soutenir pour cet harcèlement. Il y a aussi Katy Perry, là un tweet va suivre, qui à ce sujet a tweeté « Ça m'a brisé le cœur, s'il vous plaît, soyez gentils les uns avec les autres ». Mais il y a déjà un début de polémique qui surgit, car face à ce succès, la mère a décidé de faire un crowdfunding, c'est-à-dire une quête sur Internet pour demander à ce qu'on l'aide à acheter un magnifique cadeau à son petit garçon. Et très honnêtement, c'est pour Noël. Je pense que ça sent le sapin, tout ça. Je tiens à vous le dire. Et vous ne croyez pas si bien dire, parce que l'affaire va encore plus loin, parce qu'il est avéré que le petit garçon en question traitait ses petits camarades de couleur, donc africains, de nègres à l'école. Et c'est pour ça qu'il était harcelé et que sa famille est une famille de racistes qui posent devant des drapeaux de confédérés. D'ailleurs, le compte crowd pour récupérer l'argent qui avait déjà atteint 58 000 $ a été supprimé. Wow. Voilà. Donc c'est une grosse polémique. Il faut faire attention à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Absolument. Cet enfant s'est fait passer pour une victime alors qu'il est d'une famille, je ne l'accuse pas, il n'a que 11 ans. Et donc il est sûrement de suprémacistes blancs. Voilà, il est d'une famille de suprémacistes blancs. Et le directeur a précisé que c'était un événement qui s'est passé il y a plusieurs mois et que depuis l'enfant n'est pas harcelé. Et comme disait donc précédemment l'ancien responsable de Facebook, qui dit que Facebook est dangereux, on a dit tout simplement que les réseaux sociaux sont dangereux. Il faut faire attention. Par contre, moi, je me fais harceler dans Matin Bonheur. Vous parlez d'ailleurs de drapeau des confédérés. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un blouson qui est très à la mode, qu'on voit dans beaucoup de clips, un blouson noir avec un écusson sur la manche. Alors, c'est un drapeau des suprémacistes blancs qui détestent les noirs. Donc, comment je vois ça dans des clips africains, voire ivoiriens, ça me fait rire parce que vous portez des insignes ça de façon servile, sans savoir même ce que c'est. C'est comme si vous portiez une croix gammée, quoi. Donc, il faut faire attention à la signification de ce que vous mettez. Pour donner de l'élan à ce qu'il va dire, retrouvez-nous ce blouson pour qu'on montre afin qu'on ne puisse plus l'utiliser. Exactement. Ce sera votre mission pour demain. Pour demain.
Mission acceptée. Et je peux vous dire déjà les clips dans lesquels ils sont. D'accord. Allez, la suite de Matin Bonheur. Tout de suite, on va parler climat, on va parler du temps, on va parler météo. C'est parti. Écolo. Monsieur Eclou Ferdinand, bonjour. Bonjour, quel bonheur madame. de vous retrouver. Bonjour. Alors là, maintenant, c'est bon, on en a parlé avant qu'il ne s'installe, histoire de sensibiliser entre griffes à certains comportements à avoir. Là, c'est bon, il est là, il est installé, on le ressent. Oui. Effectivement. C'est officiel. Oui, l'Harmattan est installé. C'est sur le littoral ivoirien, pour ne pas dire la ville d'Abidjan. C'est ce qu'on a pu constater avec cette réduction de visibilité au niveau de notre atmosphère. C'est-à-dire quand vous regardez le ciel, vous sentez un aspect un peu jaunâtre. Oui, comme on voit à l'image. Effectivement. Voilà, comme ce qu'on peut voir sur cette image. Impressionnant. Donc, oui, c'est un phénomène qui réduit la visibilité. Donc ce sont des microparticules qui seront en suspension dans l'air, qu'on va appeler généralement la poussière. Donc c'est cette poussière-là qui va venir des régions désertiques. Donc cette poussière sera transportée jusqu'à nos régions, donc du Sahara jusqu'à sur notre région, et va provoquer des réductions de visibilité, comme on peut le constater sur cette image. Alors, quelle est la différence avec le brouillard? La différence avec le brouillard, c'est que présentement, lorsque vous sortez de votre maison en période de brouillard, vous allez constater sur les véhicules et autres qu'on a de l'eau qui est posée. Mais quand nous avons la brume sèche sur nous, il n'y a pas de dépôt. Ça veut dire ce matin, quand vous allez vers votre véhicule, vous allez voir qu'on a plutôt une couche de poussière qui est déposée. Donc c'est ce qui va permettre de voir un peu la différence entre la brume sèche et le brouillard. Même sur le linge qu'on met, sur le linge. Oui, sur le linge, ce qu'on va constater, c'est que présentement, votre linge va sécher beaucoup plus vite. C'est lié un peu à la teneur d'humidité de notre atmosphère. Lorsque nous avons des vents secs, notre atmosphère est dépourvue d'humidité. C'est-à-dire l'humidité est vraiment faible. Très basse. Voilà, très basse. Donc c'est ce qui fait que la vapeur, rapidement, l'eau va quitter rapidement les linges et autres, comme on peut le constater. Maintenant, pour la brume sèche et le brouillard, la différence fondamentale, c'est ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire avec le brouillard, vous avez de l'eau. C'est des fines gouttelettes d'eau qui seront en suspension, qui vont réduire la visibilité pratiquement jusqu'à moins d'1 kilomètre pour le brouillard. C'est-à-dire quand on va dépasser 1 kilomètre, il s'agira ici de la brume humide. Parce que dans le brouillard, nous avons à peu près 2 composantes. Un brouillard où vous pouvez voir beaucoup plus loin, jusqu'à environ 5 km. Là, vous allez savoir qu'il s'agit ici de la brume humide. Mais le brouillard, on ne peut pas voir au-dessus d'1 kilomètre. Donc, avec la brume sèche aussi, on a cette réduction de visibilité. Là, on est carrément... Est-ce qu'on est en Côte d'Ivoire, là? Avec les ânes et tout. En général, cette image, quand je l'observe, ça semble beaucoup plus pour les pays sahéliens. Parce que là-bas, ils sont non loin des régions désertiques. Donc, quand ces poussières sont soulevées, la concentration est beaucoup plus forte. Donc, la réduction de visibilité est plus poussée qu'au niveau du littoral. Parce qu'en venant vers le littoral, ces particules-là vont rencontrer d'autres types de masses d'air. Donc, ça va faire que les concentrations seront un peu diminuées. Mais dans les régions désertiques, vous avez des fortes concentrations de poussière. Ça veut dire par moment, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est à 10 mètres de vous à cause des poussières. Donc, vous imaginez aussi au niveau des yeux ce que cela peut entraîner. Du nez, voilà, du nez et autres. Parce que ces particules vont aller dans les poumons. Les grosses particules seront retenues par les narines, mais les autres vont aller dans les poumons. Ça, c'est pour l'homme. Et il y a aussi pour la circulation et pour les avions aussi. Il y a beaucoup d'annulations de vols dans ces période-là. La visibilité est tellement réduite. La visibilité est réduite, l'un des facteurs. Et aussi, c'est parce que les réacteurs ont besoin d'oxygène pour pouvoir faire la combustion du kérosène. Donc, ces microparticules vont aller boucher les entrées d'air dans les réacteurs. Donc, c'est pour cela que les vols vont éviter ces zones où on a de fortes concentrations de poussière. Et là, vous allez avoir des extinctions moteurs et finalement des crashs. Est-ce que le réchauffement climatique, dont on parle beaucoup, est-ce qu'il a un impact sur l'Harmattan? Oui, le réchauffement climatique, on voit bien ses effets à travers les glaciers qui fondent et autres.
Donc, on sent une certaine variabilité de nos jours à travers les saisons que nous avons. Au niveau de la Côte d'Ivoire, si vous regardez, on a eu un peu une fin de saison des pluies un peu tardive. Mais Comme bien des années maintenant. Hein. Oui, mais le plus souvent, quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les pluies s'arrêtent vers la fin du mois de novembre. Donc, avec des amplitudes qui peuvent varier, on ne peut pas donner avec exactitude la fin de la saison des pluies. Ce qu'on fait, on donne un intervalle dans lequel dans cet intervalle, on suppose que nous aurons une extinction des pluies, qu'on n'aura plus de pluie. Mais je le dis encore, nous sommes sur le littoral au niveau de la région d'Abidjan. Donc le conflit entre les vents qui nous viennent de la mer, c'est-à-dire les vents de mousson et les vents d'harmattan, sont permanents. Donc on peut bien rentrer en saison sèche et avoir des orages. Ça peut arriver à cause de la proximité de la mer qui va constamment envoyer de la vapeur d'eau sur le continent et provoquer ce qu'on appelle de la convection et par-delà des formations nuageuses. Parce qu'une fois que vous avez des formations nuageuses, vous pouvez avoir de la pluie. C'est vrai, il peut y avoir des nuages sans pluie, mais il ne peut pas avoir de pluie sans nuages. Ouais. Alors justement, vous parlez de vent de mousson et de vent d'harmattan. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que les vents de mousson, ce sont des vents qui vont nous venir de la mer. On va parler, qui vont nous venir du sud, si on peut dire. Et puisque nous sommes au niveau de la zone équatoriale, donc ces vents vont être chargés de vapeur d'eau en remontant sur le continent. Et les vents d'harmattan seront des vents qui seront d'origine désertique. Donc, toute cette circulation est liée à ce qu'on appelle des anticyclones. Par anticyclone, il faut voir zone de haute pression. Et au niveau de la région équatoriale, nous avons ce qu'on appelle la basse pression équatoriale. Donc, les vents auront tendance à circuler. Quand on prend le nord, les régions désertiques auront tendance à avoir une circulation nord-est en venant vers les régions équatoriales. Et pour les vents que nous avons au sud, vont tendance à avoir une circulation du sud-ouest en remontant sur les côtes ivoiriennes. Alors, si vous êtes prévisionniste, Oui. ça tombe bien, on va essayer de faire un peu de prévision. Oui. Comment vous voyez l'harmattan, la physionomie de l'harmattan dans 5, 15, 10 ans, avec tous ces effets-là de changement climatique actuellement? Je rappelle qu'il y a un sommet très important à Paris avec beaucoup d'attentes. Comment vous voyez notre harmattan dans 15, 20, voire 50 ans, avec les effets du réchauffement climatique? Et pour le moment, il y a toujours ces études-là qu'on va appeler des prévisions saisonnières. Donc, ces prévisions saisonnières vont se baser un peu sur les températures de surface de la mer, sur la circulation générale au niveau de notre atmosphère. Donc, ces études sont faites chaque fois pour pouvoir voir les différents décalages qu'on peut avoir, c'est-à-dire le réchauffement au niveau de la mer, parce que l'océan va être un peu le réservoir en matière de vapeur d'eau. Donc, c'est tout cela qu'on va étudier pour pouvoir donner un peu les tendances des phénomènes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, les effets ne sont pas encore très forts sur les régions équatoriales et autres. Mais par exemple, dans les régions nordiques, un peu vers les régions froides, on peut dire quand on voit les calottes glaciaires qui sont en train de fondre et autres, ça inquiète. Mais il faut dire que dans nos régions, les amplitudes, les écarts de température ne sont pas encore très forts pour qu'on puisse véritablement alarmer. Mais il faut être prévoyant aussi. Ça veut dire éviter d'avoir des comportements qui vont accélérer ce processus-là. Voilà, donc c'est pour cela qu'à chaque fois, on interpelle un peu la population sur certains types de gaz qui peuvent provoquer les effets de serre, le réchauffement et autres, la destruction de la couche d'ozone, ainsi de suite. Très bien. Eva et moi, on a une préoccupation. Oui. On doit sortir le 24. Oui. Donnez-nous en exclusivité le temps qu'il fera le 24 au soir. Oui. Pour le moment, je ne peux pas vous dire exactement le temps qu'il va faire, parce que nous sommes loin de la période. D'accord. Ce qu'on fait, quand on va se rapprocher de cette période-là, on pourra vous donner... À combien de jours? Parce que là, on a déjà 11 jours. Hein. Pour le moment, si vous nous demandez, on peut vous donner la tendance. Ça sera un peu une tendance climatologique. D'accord. Voilà, c'est ce qui va se passer. Mais à l'approche de la date du 24,
la prévision que nous allons vous donner sera beaucoup plus fiable. Okay. Donc, nous prenons en général des prévisions qui vont de l'ordre d'une semaine à 24 heures. Plus on est proche de l'échéance, plus la prévision est bonne. Quand on s'éloigne de l'échéance, c'est en ce moment-là que des biens peuvent entrer. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Eklon. Merci beaucoup, madame. Merci à vous aussi. Marco, il est 7h? Oui, il est 7h. Nous allons aller à la pub rapidement. Et puis, juste après, nous allons recevoir donc Mme Bernadette Assou-Nguessan, notre psychologue, avec qui nous allons parler d'un thème très attendu. Qui est-ce qu'on épouse normalement? Derrière la personne, derrière l'homme, derrière la femme, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les amis? Bref, tout un programme. C'est tout de suite à suivre dans Matin Bonheur. Pour se parler. De la menthe, de la fraîcheur, du fluor, de la blancheur, du calcium, de la protection. Pour lutter contre les caries et garder des dents fortes. Dentigel par amour. Sivop. Qui épouse-t-on vraiment? C'est le thème de notre thématique famille aujourd'hui. Qui épouse-t-on en vérité? Je voulais annoncer ce thème depuis l'entame de l'émission, donc je pense que vous devez avoir normalement posé vos questions sur notre page Facebook. On se fera un plaisir de les relayer ici à l'antenne et notre psychologue, Dr Bernadette Assou-Nguessan, se fera un plaisir d'y répondre. Mais bien avant, bonjour docteur. Bonjour Eva. Bien réveillé? Bonjour. Bien réveillé. Tout va bien? Tout va très bien, merci. Super, on regarde la capsule et puis on se retrouve juste après. Deux êtres qui se rencontrent et décident de se marier. Malgré leur amour fou, les jeunes mariés peuvent-ils faire comme si leurs parents n'existaient pas? C'est la hantise de nombreux mariés. À quels beaux-parents aura-t-on affaire? Parfois trop envahissants, se mêlent de tout, ont toujours des commentaires. Bref, il y a les beaux-parents en général qui n'ont pas trop bonne réputation et les beaux-parents en particulier qui peuvent être charmants. Mais quand on est jeune et amoureux fou, on ne croit pas trop au proverbe. Quand on se marie, on épouse aussi sa belle famille. Telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Toujours quand tu épouses ta femme, tu épouses sa famille d'une manière respectueuse. Vraiment de grâce que les beaux-parents qui viennent et qui s'imposent dans le foyer de leurs enfants arrêtent ça. Ce n'est pas indiqué. Et aucune religion d'ailleurs même, aucune religion ne le dit. Aucune religion ne le dit et c'est vraiment malsain. Je suis mariée depuis 5 ans. À chaque fois qu'on a des disputes, sa maman intervient. Et quand elle vient à la maison, elle se croit carrément dans son foyer. Elle impose des choses qui vraiment ne m'enchantent pas. On fait ci, on fait pas ça, trop de plaintes. Dans mon propre foyer, je n'ai pas de mots à dire quand elle est là. Donc je pense que tu peux pas venir chez moi, même si c'est ton fils qui est là, et me dire pourquoi j'ai fait la sauce graine et pourquoi c'est pas plutôt la sauce arachide que j'ai faite, pourquoi c'est pas le photo et non le riz. C'est mon foyer, je prépare ce que je veux, je prépare ce que mon mari veut manger. Or, elle s'impose. Donc c'est difficile. La belle famille entre dans la vie d'un couple dès lors que le couple annonce un projet de vie commun. Et les relations avec les beaux-parents peuvent créer des tensions dans le ménage, mais pas toujours, car de beaux-parents formidables, ça existe. Moi et mes beaux-parents, on s'entend. On s'entend très bien. Quand il y a un malheur chez mon mari, je vais pour les aider, pour préparer. En tout cas, tout ce que je peux faire, je fais. Quand tu fais ça, en tout cas, tu as tout gagné dans le mariage. Le papa et la maman de ma chérie sont très bons, sont très bons. Mon beau-père est vraiment quelqu'un de merveilleux. Il est bien, il ne s'impose pas, il est même assez effacé d'ailleurs. C'est nous-mêmes qui allons vers lui. Il est présent sans être présent et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et en passant, je lui dis bonjour, bonjour papa. La relation gendre-belle-mère est le plus souvent sans problème. Mais le lien belle-fille-belle-mère est sans doute le plus conflictuel de par sa nature et pas évident d'en parler, alors chacun y va de sa recette. Quand je rends visite à mon beau-fils, je me comporte bien en leur donnant des petits conseils dans le foyer, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Je ne peux pas rentrer dans leur vie privée parce que ça c'est leur vie à eux. Ils ont leur foyer, moi aussi j'ai eu mon foyer avant de leur mettre au monde. Mon beau me prend comme sa maman, il est comme mon fils quoi. Je suis toujours avec mon beau-fils. Quand je suis malade, c'est lui qui me soigne, qui fait tout. C'est vrai qu'on épouse une femme épouse un homme,
mais c'est toute la famille qu'on épouse. Voilà, si tu es une femme, par exemple, ses parents aussi sont tes maris. Voilà, donc c'est les deux côtés, quoi, en fait. Lorsque j'arrive chez mes beaux-fils, je crois que les rapports sont bien. Ils me reçoivent, ils me donnent à boire, à manger, on cause. Pourquoi les beaux-parents ont-ils de l'influence sur le couple? Si la situation n'est pas bien gérée, comment arrive-t-il à nuire à l'épanouissement du couple? Belle-mère, beau-père, est-ce aussi pour le meilleur et le pire? Et ce conseil de sage, il faut les adopter en même temps qu'on s'unit à sa moitié. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière les aspirations du mariage? Dans quoi on se lance, pour parler un peu de façon simple? Qui est-ce qu'on épouse au-delà de la femme, de l'homme? Est-ce que c'est la belle-mère? Il y a des chansons à foison sur le thème. Vous en conviendrez avec moi. Madame Bernadette Assonguessan, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, c'est tout un ensemble. En fait, à la vérité, c'est un thème global, mais d'une globalité avérée. Parce que derrière, dans le mariage, c'est tout un monde à gérer. Tout à fait. Et ça donne beaucoup de choses. Oui, ça donne beaucoup de choses, effectivement. Au-delà de la personne physique qu'on épouse, qu'on choisit d'épouser, c'est d'abord une personnalité qu'on aime, qu'on reconnaît comme faisant partie des valeurs que nous recherchons. Toute jeune personne qui aspire au mariage va faire une liste. La première liste idéale de l'homme qu'on veut épouser. Et puis, chemin faisant, peut-être avec l'âge, peut-être avec de l'expérience ou avec les conseils des uns et des autres, cette liste va se voir ajouter quelques éléments, retrancher d'autres éléments, ainsi de suite. Et puis, finalement, on se dit, bon, c'est la bonne personne. C'est celle-là que je vais épouser et je l'épouse parce que la personnalité me plaît, parce que tout ce que je vois autour me plaît. Vraiment, c'est bon. Sur la moyenne de 10, je suis peut-être à 8, c'est bon. Peut-être à 9, c'est très bien, mais jamais à 10. Mais si je suis aussi à 6, selon les objectifs de vie qu'on se fixe, on se dit, bon, même à 6, c'est bon. Je prends avec tout ce que je vois. Mais au-delà de cette liste de choses qu'on peut dresser, il y a tout ce qu'on ne peut pas dresser sur un bout de papier ou même dans sa tête ou au détour d'une conversation avec une amie intime. Il y a beaucoup d'aspects dans qui est-ce qu'on épouse. On épouse donc la personnalité et nous disons tantôt dans une précédente émission que la personne qui vient, le jeune homme comme la jeune fille, a été façonnée par un père ou une mère ou les deux à la fois et avec une fratrie. Et donc, c'est toutes ces influences-là qui constituent donc la personne qu'on épouse. Au-delà donc de cela, il y a toutes les influences qui arrivent. L'influence donc de l'environnement, l'influence donc des objectifs de vie, des ambitions, du contrôle donc de ses émotions, un certain nombre de situations qui font que, en fait, quand nous disons nous épousons Eva ou nous épousons Marcelin, il y a au-delà de Eva et de Marcelin tout un ensemble de choses dont la famille. Avant de parler de la famille, quand on épouse quelqu'un, je lisais récemment donc, sur un forum que quand on épouse quelqu'un, on épouse également son passé. Okay, parce qu'on est bien amené à assumer certaines erreurs du passé ou certaines choses positives. On épouse également le présent de la personne, ce qui est évident, mais on épouse surtout le futur, parce que dans le présent, ça peut être tout rose. Aujourd'hui, le monsieur a un travail, tout va bien, ou madame, hein, c'est long. Et puis demain, la situation peut carrément s'inverser. Donc c'est toute la vie de cette personne-là qu'on épouse. C'est exactement ça, Eva. C'est exactement cela. L'environnement de la personne et l'éducation que la personne a eue pour devenir l'être humain physique qui se présente devant nous, c'est tout un ensemble. Quand on parle de l'éducation, ça vient de son passé, les expériences malheureuses ou heureuses vécues, ce qu'on a pu lui donner, son niveau d'instruction. C'est vraiment le tout. Et on épouse, vous faites bien de dire, le passé, le présent et le futur dans les objectifs de vie qu'on se projette d'avoir et les défis à relever et tout cela. Mais en même temps, on épouse quelque part, quand nous parlons de critères, on épouse quelque part, pour la jeune fille, on épouse quelque part son père, ou on épouse le grand frère, ou on épouse aussi la sœur qui est le modèle, ou la mère qui a été le modèle. Donc,
il y a toute la projection de la personne qu'on épouse par rapport à ses fantasmes, par rapport à sa maturité psychologique, affective et même spirituelle aussi, puisque le mariage, c'est quelque chose d'abord institué par le Créateur. Et donc, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. On épouse, pour le jeune garçon, on épouse la maman, quel type de jeune garçon je suis, quel type de jeune fille je suis. Donc, par rapport au type de jeune personne que je suis devenue, je vais chercher donc à épouser la personne qui peut, par rapport à son caractère, par rapport à son rang social, par rapport... C'est tout cela qu'on épouse, hein. Par rapport à un certain nombre d'éléments, on épouse cette personne-là. À la vérité, le mariage est c'est quelque chose de... C'est un sacrement, bon, on va dire ça comme on peut, c'est un sacrement vraiment immense, magnifique et à la fois cruel aussi. Parfois, on épouse plusieurs choses. On épouse plusieurs choses. C'est un mariage physique, spirituel, multiforme. Et ce qui fait la différence pour rentrer dans ce monde-là, c'est l'éducation. L'éducation, oui. Fortement l'éducation, mais aussi le vécu de tous les jours, l'expérience de tous les jours. Ce qui va aider véritablement, ce sont les conseils dont on s'entoure. Est-ce que ma mère me donne suffisamment de bons conseils? Est-ce que mon père me donne suffisamment de bons conseils? Mon meilleur ami me donne suffisamment de bons conseils? Est-ce que j'ai des modèles de vie, de couple réussi devant moi dont je peux m'inspirer? Est-ce le tonton du quartier? En fait, le mariage, c'est quelque chose... La personne qu'on épouse, c'est véritablement l'essence même de l'existence. C'est toute une vie qu'on épouse, en fait. Quand vous dites j'épouse, c'est toute une vie qu'on épouse. Et cette vie, heureusement ou malheureusement, peut avoir des interférences. Comme nous avons vu dans l'élément, on parle véritablement de la belle famille, l'intrusion de la belle-mère, l'intrusion du beau-père, l'intrusion de la belle-sœur, du beau-frère, du voisin d'à côté, du médecin. À la vérité, on épouse presque la vie. Quand on épouse une personne, c'est la vie de cette personne et sa propre vie. Et comme notre propre vie est composée de tout ce que nous avons comme bagage au point de vue psychologique, au point de vue physique, comme au point de vue spirituel, c'est aussi la vie de l'autre avec ces différents éléments. On va revenir sur un sujet que vous avez abordé qui a largement fait réagir les téléspectateurs dans l'élément qu'on a passé. Donc, c'est la belle famille. Nous sommes en Afrique, on connaît l'importance, le poids de la famille. Et quand on épouse quelqu'un, on a tendance à dire que, peut-être contrairement aux sociétés occidentales où les gens sont assez individualistes, ici, quand on épouse quelqu'un, on épouse une famille. Oui. On épouse carrément de nouvelles habitudes qu'il faut intégrer et puis gérer au quotidien. Tout à fait. En fait, dans notre culture, le mariage, ce n'est pas le mariage des deux individus qui vont devant les officiers d'état civil pour dire oui ou devant la communauté, le prêtre ou le pasteur ou l'imam pour dire oui, nous voulons être mariés. Le mariage, dans notre culture, ce sont deux familles qui se marient. Et d'ailleurs, l'Africain, de façon générale, particulièrement l'Ivoirien, mais c'est dans notre culture, de ce que nous n'aimons pas la dualité. C'est-à-dire le couple, la notion de couple, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre imaginaire et dans notre mode de vie, psychologiquement parlant. Le couple, dès que vous voyez deux personnes qui s'entendent un peu trop, tout de suite, une troisième personne s'introduit. Et cette facilité de s'introduire donc dans le couple, c'est véritablement culturel. On se dit, il faut apporter, cela n'est pas forcément méchant. C'est vrai qu'il y a des belles-mères ou des beaux-parents qui sont véritablement donc des comportements qui sont pas corrects du tout, pour ne pas dire de mots plus violents. Mais ce n'est pas méchamment que le beau-père, la belle-mère ou la belle-sœur ou le beau-frère viennent dans le foyer, s'introduisent donc dans cette vie à deux pour donner des conseils, parce qu'on se dit, il faut que cela réussisse. Si
c'est réussi, ben c'est l'honneur de la famille qui est engagé, c'est l'honneur de toutes les deux familles qui sont engagées. Donc, on y va au mieux en se disant que la notion de maturité aussi au niveau dans notre culture est quelque chose de différent. À la limite, l'enfant, il reste enfant à vie. Il a beau être grand, il a beau avoir 50 ans, 80 ans, un enfant est un enfant. Et culturellement, nous allons nous rendre compte, ça va beaucoup plus loin. Quand une personne adulte, même de 80 ans, décède et qu'on dise c'est le premier décès de cette famille, et donc c'est l'expression Fewa, par exemple, au pays baoulé, donc on l'enterre tout de suite, on ne fait pas de cérémonie. Vous imaginez 80 ans. Mais on dit, c'est comme ça. Donc, il y a le poids culturel qui a un grand impact sur qui on épouse véritablement. On épouse donc la culture de l'autre, on épouse donc les parents de l'autre, on épouse son éducation, on épouse sa vie, comme nous disions tantôt. Dans le thème, il y a épouser, moi je vois un époux, qui épouse-t-on? Il y a épouser et vérité. Comment se protéger par rapport à cette vérité qui parfois n'est pas facile à vivre, n'est pas facile à entendre, n'est pas facile à côtoyer? En fait, tout se fait dans la préparation de l'épousailles, si nous devons nous exprimer ainsi. Au moment où nous allons, personne ne saute de pieds joints comme ça dans un mariage. On n'épouse pas au premier regard. Au premier, ça peut être effet de mode aussi. Effet de mode, mais on prend toujours le temps de réfléchir à 2 fois avant d'aller dans le mariage. Et c'est dans cette laps de temps, dans ce temps de préparation, qu'il faut regarder un peu tous les aspects qui peuvent être gênants par la suite. Quand dès le départ, on voit la belle-mère qui prend son fils, va venir faire sa lessive, c'est lui qui, dès les premiers instants, chaque fois on va chez le fiancé, on se rend compte que la maman est là, c'est elle qui va faire à manger. Quand on fait la cuisine, elle va juste venir regarder, commenter, il n'y a pas ceci, mon fils n'aime pas ceci, ainsi de suite. Ce sont déjà des signes annonciateurs de ce qui va se passer quand vous serez déjà ensemble dans le foyer. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut déjà prendre les précautions, voir avec la maman pour dire, attention, c'est vrai, vous avez fait votre part, maintenant, c'est à moi de l'accompagner. Vous l'avez accompagné jusqu'à cet âge-là, je prends la suite. Et donc, il faut que chacune des personnes, des acteurs, moi j'appelle, nous disons les acteurs, chacun des acteurs sache exactement son rôle à jouer et le temps du rôle à jouer. Nous sommes donc sur une plateforme où chacun a un rôle à jouer. La maman fait sa part jusqu'à un certain niveau, l'épouse jusqu'à la fin de la vie de la personne. Voilà un peu comment est-ce que nous devons faire ces choses-là. Bien souvent, on ne se rend pas toujours compte, hein, parce qu'il y a des masques qui sont mis et qui tombent après. Je prends pour référence un film que je suivais sur une chaîne où le monsieur, il avait énormément de moyens. Il a rencontré une jeune fille qui voulait se marier. Sa famille voulait qu'elle épouse le monsieur en question parce qu'il avait vraiment des moyens, qu'il était très généreux. Donc toute la famille a montré le meilleur visage, la belle-mère qui était la plus gentille, la plus tendre, qui le prenait comme un second fils, le papa, etc. Mais après le mariage, tout de suite, le visage, les masques sont tombés. La belle famille qui a investi la maison, voilà, qui emménage carrément avec le nouveau couple. La fille également qui n'a pas un très bon caractère, qui commence à montrer donc, son véritable caractère, qui sort, qui n'est pas respectueuse, etc., etc. On peut se laisser avoir. Comment déjouer les pièges, comme disait Marco? Alors, comment déjouer les pièges? Il n'y a pas de recette. Je peux répondre? Oui. Exceptionnellement. S'il vous plaît, vous pouvez. Je peux répondre. Vous pouvez. En ne mettant pas l'argent devant. Parce que si ça avait été plus spirituel, si elle avait regardé le côté spirituel, si elle avait cherché... lui, il avait regardé. Voilà, je veux dire, si elle ne s'était pas précipitée, si elle avait bien étudié, je suis un bon élève de Mme Ounissa, voilà, en regardant l'essentiel, le comportement. Voilà. En fait, on peut toujours se faire avoir, mais aussi magicien qu'on puisse être. Avant d'épouser quelqu'un, il faut véritablement prendre le temps de regarder ce qui se passe autour avant de s'engager. Et comme nous disons, le mariage est quelque chose qui a été institué par un créateur. Alors la meilleure référence, c'est de lui poser la question. Dans le choix de qui on veut épouser, demander sur le plan spirituel véritablement l'aide de Dieu
pour nous aider à bien choisir. Parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons, tous les masques que nous pouvons porter, devant l'Éternel, aucun masque ne peut résister. Il connaît tout le monde, au plus profond de ce que nous pouvons être, notre personnalité, que nous pouvons cacher, nos aspirations, que nous pouvons cacher. Tout ce que nous sommes, il le sait. Donc, remettons-nous donc, pas parce que c'est défaitiste ou pas courageux, mais il est de bons conseils de suivre des personnes qui sont de bons conseils et qui peuvent vous aider véritablement dans le choix. Des anciens, par exemple, des personnes matures, très spirituelles, qui en savent long et large sur cette action. Et surtout qui sont à équidistance, qui ne prennent pas parti. Parce que les problèmes se viennent parfois quand on prend parti, oui, voilà. Quand il n'y a pas de lien entre une personne dans le couple, c'est mieux. Parce qu'après, que ce soit la belle-mère, le beau-père, il y aura toujours un sentiment biaisé. La difficulté n'est pas là-bas. Nous pouvons avoir, ça peut être une belle-mère, mais qui est véritablement une belle-mère. Le terme dit belle-mère. Ça veut dire que dans tous les aspects de la chose, elle doit être belle. Et le beau-père, c'est pareil. Ce sont des parents qui sont beaux, qui sont certainement plus beaux que les miens, puisqu'on dit mon père, mais on dit mon beau-père. C'est-à-dire le père bonifié, le père qui est plus beau que le mien. Donc, le rôle véritable, l'apport des beaux-parents, c'est apporter tout ce qui est bien, tout ce qui peut faciliter et qui peut combler donc, les insuffisances de ce couple qui s'est formé. Nous devons apporter les choses pour aider ce couple-là. Et donc, le lien, en fait, la difficulté se trouve dans la personne elle-même les deux époux qui ne savent pas et qui n'ont pas la maturité suffisante et qui se jettent donc dans une situation qui devient conflictuelle. Si dans votre inconscient, vous recherchez une mère et que vous avez épousé à première vue cette personne qui a le physique de maman, à la limite, vous avez épousé le physique de maman, mais vous n'avez pas épousé le caractère de maman. Alors qu'à la vérité, vous recherchez le caractère. La difficulté de la personne que nous épousons réside à la complexité de ce qu'est l'être humain. Un être humain est l'être le plus complexe qui puisse exister. Il a son histoire, il a sa personnalité, il a ce qui peut l'influencer ou non, il a les maux, les maladies, il y a l'environnement et un certain nombre de choses. Si, au travers de toutes ces choses-là, la personne qu'on épouse n'a pas un caractère suffisamment bien trempé, suffisamment fort et qui ne sait pas faire les choix, et que c'est un enfant qui est toujours, comme on peut dire, le fils qui reste toujours enfant, le garçon qui reste toujours enfant, mais il va rester dans cette immaturité affective et psychologique et naturellement aura tendance à chercher une mère, mais celle qu'on épouse, ce n'est pas la mère. Je ne viendrai pas jouer la mère, je suis l'épouse, qui sont des rôles complètement différents. Donc, il faut savoir véritablement quelle est la personnalité d'abord de cette personne qu'on épouse et cette personnalité, est-ce qu'elle est suffisamment forte, suffisamment mature pour faire face à toutes les intrusions, à tout ce qui peut venir pour ensemble construire un foyer. Généralement, nous choisissons, choisissons la personne qui est tout à fait contraire, qui se complète à nous pour que l'équilibre soit, mais très généralement, c'est notre fantasme, le frère aîné qui était le modèle, c'est le modèle que nous voulons épouser et généralement, le modèle en face n'est pas la copie conforme, car chaque individu est unique. Il y a un côté incestueux, en guillemets. Tout à fait. Bien souvent, l'erreur qu'on commet, c'est de laisser passer beaucoup de choses en début de relation pour se faire accepter par cette belle famille-là, parce qu'on est tellement amoureux qu'on se dit c'est la maman de mon compagnon, c'est la maman de ma femme, ce sont les frères. On laisse passer beaucoup de choses. Et puis, une fois qu'on est en ménage, c'est trop tard parce que cette belle famille a pris ses habitudes également. Donc, ne comprends pas que vous voudriez maintenant mettre des barrières et des limites parce que ce sont des choses que vous avez acceptées en début de relation pour vous faire accepter. Qui épouse-t-on? C'est l'honnêteté de la personne qu'on épouse, la franchise et la clarté de ses objectifs. Qui épouse-t-on? C'est je viens tel que je suis, sans artifice, sans masque, tel que je suis acceptée telle qu'elle ou non. Sans filtre. Sans autre forme
je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut y mettre? On pourra y mettre tout ce qu'on veut, mais l'honnêteté dans cet engagement est la chose qu'il faut faire. Ce sont les valeurs qu'il faut véhiculer. Si vous venez et que vous vous présentez tel que vous êtes et que votre belle famille voit que vous avez déjà tel défaut, la belle famille, c'est vous aider à vous rendre compte que, effectivement, dans votre famille, vous vous êtes permis tel comportement, mais dans la mesure où vous venez fonder un foyer avec une autre personne qui peut avoir un autre type de comportement, ma fille, mon fils, ceci ne vous arrangera pas dans la vie à deux que vous voulez mener. C'est une autre organisation, c'est un autre environnement dans lequel vous allez baigner. Et donc, l'honnêteté serait donc la chose de mise. Qui épouse-t-on? L'honnêteté. Qui épouse-t-on? On épouse aussi des choses auxquelles on ne s'attend pas. L'incestueux. Oui, la question, c'est que deux personnes, par exemple, qui vivent à l'extérieur, loin de leur famille respective, par exemple dans un pays occidental, peu importe. Oui. Là, il n'y a pas l'influence des beaux-parents. D'accord. C'est un couple qui est un peu, comment on va dire ça, autonome. Sur un terrain neutre. Là, quelles sont les influences? Quelles sont les convictions? Comment ça se passe? Ce sera juste au téléphone, tout ça? Il n'y a pas physiquement la présence des beaux-parents pour infléchir telle La présence du père ou de la mère dans le foyer, ce sont des personnes que nous avons ingérées qui vivent avec nous. Donc, quels que soient les cieux sous lesquels nous sommes, ils sont avec nous. Même quand ils ne sont plus de ce monde, même quand ils sont décédés, nous vivons avec le souvenir de ceux que nous avons aimés, ceux qui nous ont éduqués, pour parler des parents, véritablement, et de nos frères et sœurs. L'environnement physique, peut-être que ce qu'il manquera, c'est la présence physique. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons, est-ce que la distance est un problème? La distance n'est pas un problème, puisque par texto, par tous les moyens que nous avons aujourd'hui, que la technologie nous offre, la personne peut être plus présente que jamais. Si votre mari, c'est encore plus grave. Si votre mari ou votre épouse passe la plupart de son temps à chatter avec ses parents, à converser, on se voit au travers donc Internet, on se parle et on laisse cramer la nourriture qui est sur le feu parce qu'on est en conversation avec maman ou avec un frère ou une sœur. La distance n'a rien à voir. C'est le caractère, la personnalité qui doit pouvoir cadrer tout cela et savoir, nous engageons pour un but bien précis. Allons donc à l'essentiel, à ce qui est bon et ce qui peut nous arranger pour ce que nous avons décidé de faire. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Si on devrait synthétiser tout ce qu'on a dit, quel est le rôle de chaque acteur, comme vous l'avez dit, dans ce grand scénario qu'est le mariage? On a les acteurs principaux, monsieur, madame. On a également les acteurs secondaires, qui sont donc les beaux-parents. Ils ne sont pas secondaires, hein, parce que le père et la mère, comme je dis, ce sont des personnes qui sont en nous, qui sont en nous. Et donc, c'est à eux de savoir leur rôle. Leur rôle, c'est d'accompagner. D'accompagner véritablement. Quand un accompagnement, on n'accompagne pas quelqu'un pour le pousser dans le gouffre. Donc, avoir donc, le rôle d'accompagnateur, de conseiller, de personnes ressources quand les difficultés surviennent et avoir... ne pas vouloir continuer l'éducation de son fils ou de sa fille là-bas ou dire, généralement on dit, la jeune fille, maintenant qu'elle n'est plus à être éduquée par son père ou par sa mère, maintenant le mari fait son éducation, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce sont deux personnes qui se sont mises ensemble. L'éducation est terminée, les personnes à éduquer, c'est eux-mêmes, entre eux, mutuellement, faire les réglages nécessaires et les enfants qui leur naîtront dans ce mariage, dans ce mariage-là. Belle conclusion avec les enfants. Nous, notre mariage tient, hein, la preuve. Oui, non, c'est pas une preuve. Hein. Notre mariage tient, mesdames et messieurs, Eva et moi, la preuve. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci Marco, merci docteur, maman. Et merci également à nos invités qui ont eu l'amabilité de venir sur ce plateau nous apprendre des choses. Merci également à Kadi Fadiga, rédactrice en chef. Félicité Soro, signé la réalisation de cette émission. Et puis on va finir avec ce proverbe baoulé qui dit qu'il ne faut jamais se presser pour se marier, parce que quand vous êtes trop pressé, votre belle-mère est plus belle que votre femme. À demain. Merci.